Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion. Bonjour à tous, vous êtes dans Human, cette émission que nous faisons depuis déjà 2 ans autour du numérique, autour de l'humanitaire et autour de tout ce qui se passe dans ce monde difficile dans lequel nous vivons, avec des focus assez réguliers sur cette pandémie. Et nous voyageons, nous continuons à voyager avec nos invités. Et aujourd'hui, ce voyage nous a entraînés vers une manifestation qui a lieu dans un endroit intéressant de Villeurbanne qui s'appelle le RISE, dont on va reparler, autour des instruments voyageurs. Les instruments voyagent comme les hommes, et les lieux qui sont des lieux de migration comme Villeurbanne, eh bien, font que les gens qui bougent, ils bougent avec leur harmonica, avec leur instrument de musique. Et ces instruments de musique ont des histoires à raconter. C'est le but de cette émission que de retranscrire en quelque sorte ce qui s'est passé avec cette manifestation villeurbanaise, les instruments voyageurs. Autour de cette table, le directeur du RISE, Vincent Weschambre, bonjour. Bonjour et merci de l'invitation. Voilà, merci d'être avec nous, Monsieur Weschambre. Et vous êtes accompagné d'Anne-Marie Doledec, bonjour. Bonjour. Qui a organisé, en communauté bien sûr, avec l'École nationale de musique de Villeurbanne, l'ENM, et avec le CMTRA, ce lieu régional des musiques traditionnelles, eh bien, vous avez créé cette manifestation fort intéressante que l'on peut visiter. Vous pouvez actuellement, à Lyon et à Villeurbanne, visiter une exposition, donc c'est le rush, il faut y aller, parce qu'il n'y en a pas beaucoup à visiter. Et puis nous avons un troisième invité qui est Nasser Hamzaoui. Nasser, vous êtes professeur d'acoustique à l'INSA, qui est également une université, enfin un lieu universitaire villeurbanais, mais vous êtes aussi un musicien et le responsable d'une bande qui fait du shahabi et qui s'appelle Nouiba. C'est ça, oui. Bonjour. Bonjour. Merci de m'inviter, de parler de mon instrument, de Nouiba et puis de la musique. Est-ce que vous nous feriez 15 secondes avec le mandol qui est avec vous pour lancer en quelque sorte ce voyage en musique? Avec plaisir. Merci Nasser. Voilà Vincent Weschambre, donc cette exposition Instruments voyageurs dont nous avons parlé tout au long de cette émission. Nous allons parler des instruments, des voyages des instruments, nous allons parler des histoires migratoires à travers ces musiques. Mais cette manifestation se situe dans un lieu qui est un lieu extrêmement original, qui s'appelle le RISE, dont vous êtes le directeur. Alors, pouvez-vous nous expliquer ce que l'on fait au RISE et en quoi ce lieu est un lieu vraiment original? Alors, le RISE est une institution encore relativement jeune, puisqu'on a ouvert en 2008. Donc c'est un lieu municipal. C'est une première chose déjà à bien établir. Et des équipements culturels municipaux, il n'y en a pas tant finalement. À Villeurbanne, on a effectivement, outre l'ENM qui est pour partie soutenu par la ville, on a également les médiathèques.
Et puis donc on a le RIS, qui est la petite dernière de ces institutions municipales, qui a été voulue par donc le maire précédent, Jean-Paul Brett, pour mettre en valeur une riche histoire locale et mettre en valeur toutes les cultures, les patrimoines, les mémoires d'un territoire qui est Villeurbanne. C'était vraiment son parti pris de se dire il n'y a pas encore de lieu dans cette ville qui a maintenant 150 000 habitants pour raconter finalement d'où vient cette ville, comment elle s'est constituée, avec qui, avec quelle population, quels habitants, de sorte que finalement les habitants actuels, récemment arrivés, dont je fais partie, dont Anne-Marie fait partie, je crois, on puisse aussi se saisir de tout cela. Hein, qu'on puisse se dire, oui, on est à Villeurbanne, d'où vient finalement cette ville, comment elle s'est constituée. Donc le RIS, ça sert à ça en premier lieu, je dirais, un lieu qu'on veut être un lieu ressource qui se met à disposition quand on souhaite effectivement en savoir plus sur la construction de ce territoire, l'histoire qui l'a caractérisé, toutes les populations qui sont arrivées pour travailler dans les usines. Et effectivement, là, on a eu besoin de faire appel à des populations qui venaient, dans un premier temps, qui étaient relativement proches, des Italiens, des Espagnols. Et puis, il a fallu aller plus loin, aller chercher des Algériens, aller chercher des Africains qui venaient du sud du Sahara. Comme si nous avions une sorte d'archive municipale, en quelque sorte multimédia. Alors, multimédia, oui, puisque dans ce lieu, il y a des archives, oui. Voilà, municipales, ça c'est classique, hein, qui ont pour vocation d'être le lieu où l'on stocke tout ce que produit la ville, hein, en termes de documents, de documents officiels notamment, plus un certain nombre d'archives dites privées que des donateurs acceptent de nous verser pour compléter finalement ce que la ville produit. Donc ça, c'est une première chose. On a une médiathèque qui permet là de mettre à disposition des habitants qui sont intéressés justement à un certain nombre de documents, je dirais, qu'on peut trouver évidemment dans une médiathèque en général, hein, livres, disques, documentaires, etc., que sais-je encore, mais également tout ce que produit finalement le RIS. Qui est mis à disposition. Tout ce que produisent aussi les créateurs villeurbanais qui acceptent de nous confier leurs œuvres, que ce soit des livres, des musiques, voire parfois des formes plus plastiques, qui sont dans ce qu'on appelle le fonds local de Villeurbanne. Bref, on a tous... Ce sont des dons des artistes villeurbanais locaux, voilà, qu'ils font à la médiathèque, enfin au RIS. C'est ça, à la médiathèque du RIS, puisque à côté donc, des archives, il y a la médiathèque qui est présente. Et puis on a aussi un pôle recherche assez important, parce que ça permet aussi de se saisir de tous ces matériaux-là pour, en quelque sorte, les mettre en perspective, les travailler avec des méthodes scientifiques rigoureuses des sciences humaines et sociales, et aussi les mettre à disposition. Parce qu'à partir du moment où, justement, il y a eu ce travail que font des chercheurs qui sont en permanence chez nous, des jeunes chercheurs qui font des thèses ou des masters recherche, ça permet du coup de plus facilement mettre à disposition de différentes manières aux habitants, justement, ce travail sur l'histoire et le territoire de Villeurbanne. Voilà en gros ce que nous sommes, donc ce lieu pluriel avec différentes professions, archivistes, médiathécaires, chercheurs, médiateurs, responsables d'exposition, Anne-Marie Diras qui a son propre travail, une grande diversité pour justement mettre à disposition tous ces éléments-là et puis surtout se rendre disponible pour que les Villeurbanais eux-mêmes nous contribuent à cette histoire-là. Parce qu'on ne fait rien s'il n'y a pas des gens qui acceptent de parler, de témoigner, de prêter aussi, voire de donner des œuvres, des documents, des objets. On en parlera dans le contexte de l'exposition, puisque Nasser fait partie de ses contributeurs. Voilà, donc j'en dis pas plus, mais effectivement, le RIS n'existera et n'aura vraiment de rayonnement que si on s'en saisit pour dire moi aussi je fais partie de l'histoire de Villeurbanne. Moi aussi j'ai quelque chose à raconter et à partager. Voilà. Et c'est l'occasion donc de me tourner vers Anne-Marie Doledec. Mais avant de lui donner la parole, comme on est allé vous voir il y a quelque temps avec notre équipe de vidéastes, eh bien on va vous proposer de regarder un petit condensé très, j'allais dire modeste, de cette belle exposition.
Voilà, Anne-Marie Doledec, donc cette expo dont on a vu quelques images qui ne donnent qu'une image justement partielle de cette exposition, parce que c'est extrêmement agréable de se promener à la fois dans l'histoire de la musique, dans ses instruments, de pouvoir écouter, puisque vous avez prévu des lieux d'écoute, mais vous allez nous expliquer tout ça, et de mettre en rapport, évidemment, ces instruments avec les voyageurs qui les portent et qui les utilisent, qui sont les voyageurs qui sont venus jusqu'à Villeurbanne. Donc, racontez-nous la genèse, peut-être d'abord, de cette exposition. Oui, je crois que la genèse de l'exposition, c'est une rencontre humaine entre des représentants des 3 partenaires impliqués vraiment dans le projet. Voilà, des gens de l'École nationale de musique, du CMTRA et du RIS qui ont partagé en fait cette envie commune de mettre en lumière les instruments de musique appartenant à des habitants, à des Villeurbanais, et les récits surtout de voyage autour de ces mêmes instruments. Donc voilà, c'est une envie partagée et qui a pris corps notamment dans le cadre de cette exposition et aussi de toute la programmation autour, voilà, qui est un peu chamboulée en raison du contexte actuel. Qu'est-ce qui n'est pas chamboulé en raison du contexte actuel? Voilà. Et donc l'idée, le défi à relever, voilà, c'était de donner corps à cette envie partagée dans notre espace qui est celui de la Galerie du RIS. Voilà. Alors, pour ce faire, on a travaillé avec un muséographe de Saint-Étienne, le Muséophone. Donc c'est une exposition. Qu'est-ce que c'est qu'un muséographe? Alors, en fait, il s'agit d'un professionnel spécialisé dans la mise en exposition et principalement dans des institutions de type musée ou des institutions patrimoniales, comme peut l'être le musée. Et là, en l'occurrence, le Muséophone est une agence spécialisée dans tout ce qui est la mise en espace du son et des dispositifs à caractère sonore. Donc, on s'est dit que c'était particulièrement adapté de collaborer avec eux. Et donc le défi, c'était d'habiter notre espace et de rendre accessible au plus grand nombre le projet d'exposition. Donc on a mis l'accent en fait sur la rencontre entre l'humain et l'objet, instrument de musique. Ça, c'est vraiment le cœur de la démarche. Et puis l'idée, c'était vraiment de faire ressentir aux visiteurs ce lien souvent très intime qui lie le musicien, mais pas que. Hein, vraiment, on a aussi des situations d'habitants qui ont un instrument de musique chez eux, auquel ils ont un attachement particulier, mais ils ne sont pas forcément musiciens eux-mêmes. Voilà. Donc mettre en lumière ce lien intime avec l'objet, un objet qui est singulier dans la mesure où on a là un objet outil d'expression, ce qui fait sa particularité. Alors, il y a des musiciens, mais il y a aussi des gens qui gardent, je ne sais quoi, un violon, un instrument quoi, qui a appartenu à un de leurs ancêtres. Voilà, et donc c'est... Et ils ne jouent pas, eux? Pas forcément, oui. Et on a aussi le cas d'un instrument, une sitar tyrolienne, par exemple, qui n'a pas d'histoire et qui a été mis en lumière au sein de l'exposition, justement parce qu'il n'avait pas d'histoire, mais son propriétaire, pour rien au monde, ne voudrait s'en défaire. Il ne sait pas comment cet instrument est arrivé dans la famille, et voilà, il ne sait pas en jouer, mais il sait qu'il ne veut pas s'en séparer. Donc il ne sait pas en jouer et il ne connaît pas l'histoire de cet instrument, non. Dont vous dites que cet instrument n'a pas d'histoire, mais il a une histoire, ça elle est secrète. Forcément, mais voilà, elle est cachée et oui. Aux visiteurs de la révéler, on va dire. D'accord, et du coup vous avez mis un peu comme, je ne sais pas, le soldat inconnu de la musique, hein, votre affaire. C'est un peu ça. Voilà. Bon, mais écoutez, on ira se recueillir devant c'est une sitar... tyrolienne. Tyrolienne, mon Dieu, une sitar tyrolienne qui n'a pas de mémoire. Très bel instrument. Oui. Par ailleurs. Et c'est d'autant plus intéressant que le RIS, si mes souvenirs sont bons, s'appelle un lieu de mémoire. Entre autres, oui, c'est un lieu où on convoque les mémoires. Oui, voilà. Mais un lieu de mémoire vivant. Oui.
effectivement, pour aussi mieux comprendre ce qu'on vit ensemble aujourd'hui. Oui. Voilà, donc il y a cet enjeu aussi de partager aujourd'hui même des cultures et des références culturelles. Oui. Et puis même peut-être de mieux se préparer. C'est très modeste et très ambitieux ce que je dis, mais peut-être mieux se préparer collectivement après, la suite. Voilà, on aimerait être aussi un lieu où on réfléchit au vivre ensemble aujourd'hui et demain. Et j'ai presque envie de rebondir après ce que vous venez d'indiquer, en allant et en chamboulant ce que nous avions prévu très attentivement comme déroulement de cette émission, en disant en quoi ça peut nous aider à passer les étapes difficiles que nous passons actuellement. Je t'en prie. Spontanément, Vincent Reschambre. Spontanément, je pense que collectivement, on va d'autant plus apprécier le fait de faire des choses ensemble. Voilà, faire ensemble. Ça va prendre une valeur encore plus évidente. Moi, c'est le grand espoir que j'ai. Voilà, je commencerai comme ça, je laisse circuler la parole. Comme si la difficulté que l'on a à se réunir, par exemple, nous avons enlevé nos masques juste avant cette émission, parce que nous filmer avec un masque, c'est pas très rigolo, et merci d'avoir accepté de recevoir nos postillons, si j'ose dire. Oui, voilà, comme si c'était une manière, dans ce moment de difficulté de rencontre et de parole ensemble, justement de se retrouver, et de se retrouver en même temps localement. Et de ce point de vue-là, on fait partie des lieux, il y en a d'autres, vous en êtes un à votre manière, qui se veulent des lieux ouverts, accueillants, on essaye au quotidien de l'être, et appropriables. Voilà, donc on jouera ce rôle-là modestement, parmi bien d'autres, par la suite, et on le continue à le jouer, c'est aussi une chance, je tiens à le rappeler. Je suis un directeur d'équipement culturel qui n'est pas trop frustré, contrairement à beaucoup de mes collègues, parce que grâce à la présence de la médiathèque et des archives, on est ouvert depuis décembre. C'est formidable en ce moment. Et dans la première pandémie, vous aviez réussi à continuer à travailler aussi ? Dans la première pandémie, pardonnez-moi, dans la première, le premier confinement, pardon. Le grand confinement. Le grand confinement, oui, enfin, en espérant qu'il n'y aura pas plus grand que celui-là, quoi, oui. Là, on était fermé comme tout le monde. Oui. Et donc vous travaillez en distanciel. Absolument. C'était moi qui allais 1 fois par semaine, 2 fois par semaine même, à l'équipement pour vérifier qu'il n'y avait pas de problème de fuite d'eau, de problème d'incendie, etc. Je peux vous dire, c'était d'une tristesse absolue. À la fin, c'était absolument démoralisant de voir cet équipement vide. Mais oui, bien sûr. Voilà, alors voyage dans l'espace avec ces voyageurs et ces migrants qui se promènent avec leurs instruments. Et puis voyage aussi dans le temps qu'on va vous proposer à présent avec un musicien en live qui s'appelle Eli Osipovic et qui va nous jouer de la viole de gambe avec un morceau turc du XVIIe siècle. On va se promener.
Voilà, un thème turc. Que c'est agréable d'avoir des applaudissements, des vrais applaudissements en direct, Elie. Ça manquait. Voilà, instrument voyageur avec nos amis du RISE et avec Nasser Hamzaoui qui nous disait tout à l'heure je fais partie de cette exposition. Voilà, j'ai donné des instruments à exposer et puis on devait venir jouer pour le vernissage. Il n'y a pas eu de vernissage parce qu'on est dans le confinement. Alors, c'est peut-être un peu le vernissage aujourd'hui? Ben oui, en quelque sorte, oui. Oui. Ça peut effectivement être un vernissage, je suis d'accord. Alors je voudrais remercier le RISE et confirmer tout ce qui vient d'être dit, hein, c'est-à-dire un lieu de transmission, de partage, qui fait finalement, je me considère quelque part comme privilégié d'avoir atterri à Villeurbanne, parce que c'est vrai qu'il y a ces organismes comme le CMTRA, l'ENM qui m'a permis en fait d'exprimer ce désir de communiquer mon petit savoir musical aux autres. Sinon, c'est la musique, moi je viens d'Algérie, donc je la jouais voilà, pour moi, pour mon plaisir, bricoler tout seul, et puis grâce à l'ENM quelque part, l'École nationale de musique, oui. Ouais, Oui. Des rencontres qui m'ont dit, finalement, on pourrait partager. Et puis le CMTRA, le RISE, sont des lieux qui nous ont permis, par exemple, mon groupe Nuiba, d'exprimer mon groupe qui n'est pas... Alors moi, bien sûr, je viens d'une tradition musicale où, du coup, ça me donne envie de partager parce qu'aussi, j'ai trouvé des musiques différentes. Voilà, et le coup de foudre, c'est aussi dans la musique. Donc, je suis tombé amoureux aussi de certaines musiques, donc des partages musicaux. Et dans mon groupe, pas particulièrement d'Algériens, hein, des gens qui ne connaissaient pas cette musique et qui pareil, ont eu ce coup de foudre. Et c'est ça qui est magique dans cette musique. Et donc voilà, on partage, on fortifie le bon vivre ensemble, parce qu'effectivement, avec la musique, les ondes sont beaucoup plus douces et favorisent le sentiment et surtout favorisent la confiance entre les humains. On va y revenir, je crois, tout à l'heure en terminant sur cette magie de la musique et des instruments de musique. Alors, Anne-Marie Deledex, la question qui me venait à l'esprit, c'était, compte tenu de la grande variété des instruments de musique, compte tenu de la grande variété aussi des migrants, des différentes vagues successives de migrants sur une ville comme Villeurbanne, qui est une ville tout de même de 150 000 habitants, qui fait partie de la métropole de Lyon. Je le dis pour ceux qui nous regarderaient et qui ne seraient pas des locaux, on nous regarde de partout. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit aujourd'hui de manière comme ça, impulsive, sur cette variété? Quelles histoires avez-vous été récoltées? Quelles paroles avez-vous pu collecter comme si vous deviez tirer, non pas un bilan, mais enfin, voilà, le suc, l'essentiel de ce travail? Bien, par définition, faire une exposition, en fait, ça nous oblige à faire des choix. Donc, tous les témoignages récoltés n'ont pas pu être mis en avant, hein. L'exposition en propose une sélection, un florilège, voilà, mais qui, en tout cas, on a essayé de montrer justement toute cette diversité, hein, et de les mettre en avant. Tout à l'heure, les uns les autres, vous parliez de faire ensemble, de vivre ensemble. Je crois que la singularité de l'exposition, c'est de faire avec aussi. Et tous ces récits collectés ont été réinsufflés en fait dans le propos, le discours même de l'exposition. Les cartels, les petites étiquettes autour des instruments sont nourris et construits vraiment avec la parole des habitants pour rapprocher au plus près le lien entre le propriétaire et l'objet. Voilà. Et donc on a vraiment travaillé sur ce lien intime et en fait je crois que la sélection qui est donnée à voir, à entendre, témoigne de toute cette diversité musicale et de tout. On met en lumière aussi différentes cultures qui sont présentes sur notre territoire villeurbanais.
Donc diversité des instruments, diversité des populations. Oui. Combien de nationalités représentées, par exemple? Je dirais une trentaine, quarantaine. En fait, disons que sont mises en avant. En fait, cette diversité se lie dans les formes même des instruments et leurs caractéristiques techniques, organologiques aussi. Cette diversité aussi est mise en lumière dans des parcours de prêteurs d'instruments qui sont mis en avant. Je pense par exemple à des accordéons qui proviennent de familles immigrées italiennes. Comme notamment les Cavagnolo, qui ont une histoire particulière avec Villeurbanne, puisque la manufacture instrumentale était sur notre territoire. Voilà. Donc des parcours vraiment très, très particuliers. Puis cette diversité, elle se lie aussi à travers tout un pan de l'exposition qu'on a voulu particulièrement pédagogique et didactique, qui met en scène les instruments sur une cartographie mentale du monde, un monde qu'on a voulu sciemment sans frontières. Et où en fait on voit les liens organologiques entre instruments et puis tous les voisinages en fait qui existent entre eux. Donc, comme si on avait une espèce de carte du tendre musicale. C'est bien ça, cette cartographie mentale dont vous parlez? Oui, d'une certaine manière, c'est un peu ça. En fait, elle met en scène les instruments et souligne en fait les liens organologiques entre eux. Organologiques, c'est-à-dire au niveau des instruments? Voilà, des instruments, mais derrière, en fait, sont mis aussi en lumière les parcours, les voyages de ces instruments, puisqu'on a donné la parole encore une fois, à partir des histoires racontées par les prêteurs d'instruments, on peut voir que tel instrument est passé par tel ou tel pays, tel ou tel continent dans son voyage. Est-ce que vous auriez un exemple de ce voyage d'instruments? Oui. Parce que moi j'en ai un, sinon vous suggérez pendant que vous réfléchissez, mais qui n'est pas dans votre exposition. Enfin, à ma connaissance, il n'y est pas. Il se trouve que je connais bien la musique de tango, et donc dans la musique de tango, il y a un instrument lige de la musique de tango qui est le bandoneon. Et alors je me disais, le bandoneon, c'est forcément un instrument qui vient d'Amérique du Sud. Eh bien, pas du tout. Ça vient du fin fond de la forêt noire en Allemagne, où un artisan fabriquait ce bandoneon. Et je ne sais par quel hasard, ce bandoneon est arrivé en Amérique du Sud, et entre autres, évidemment, dans la capitale où l'on danse le tango, en face de l'Uruguay, en Argentine. En Argentine, voilà. Voilà. Une histoire improbable. Vous en avez certainement d'autres à nous dire. En fait, justement, le bandoneon fait partie aussi des instruments à hanche libre et on peut le connecter et on le lit sur la cartographie mentale qu'on a imaginée. On le lit à l'accordéon, ce genre, au concertina, etc. Oui. Et donc, c'est tous ces liens intimes en fait, qu'on n'imagine pas forcément au premier abord, qu'on a voulu souligner et donner à voir et à comprendre aux visiteurs. Et on voyage jusqu'en Chine quand on suit cette famille. Oui, on voyage jusqu'en Chine, exactement. Ouais. Voilà, Buenos Aires, la Chine, on est vraiment dans ce propos-là. Et pour aller dans ce même sens, on a sur cette carte mentale gigantesque. Alors moi, je suis géographe de formation, c'est la plus grande carte que j'ai jamais vue. Mais la plus grande physiquement? Physiquement, oui. Venez voir ça, elle s'étale sur 2 murs entiers de l'exposition. Mais c'est une carte papier? C'est une carte murale sur laquelle ont été accrochés, et ça a été assez acrobatique, des dizaines d'instruments, je n'ai plus exactement en tête. Sur la carte, je pense qu'il y en a plus d'une trentaine, presque une quarantaine. Comme le dit Anne-Marie, c'est une exposition dans l'exposition. Voilà. Et sur cette grande carte, on a à la fois ces circulations, vous le voyez, de types d'instruments qui vont muter au fur et à mesure de leur déplacement d'un continent à l'autre, mais aussi très concrètement les circulations des objets qui nous ont été présentés. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir localiser tel saxophone en bambou qui a été ramené par quelqu'un de Thaïlande. Et donc on a localisé ce saxophone en bambou qui est une forme aussi d'hybridation sur cette partie de l'Asie du Sud-Est. Et du coup, on voit bien très concrètement que quand on convoque les instruments de Villeurbanne, c'est le monde entier qui se déploie.
Puis cette carte, elle est nourrie aussi de récits parfois un peu insolites. Et puisque Vincent, tu parles de ce saxophone en bambou trouvé en Thaïlande, en fait, le prêteur nous explique qu'il l'a trouvé au fond d'un magasin de lunettes. Et en allant chercher des lunettes, il s'est rendu compte que l'opticien, il était musicien et qu'il fabriquait ce genre d'instrument. Donc voilà, il y a vraiment une histoire en entraîne une autre. Et c'est ça qui est aussi joli et embarque le visiteur dans l'exposition. Et cette personne-là avait fabriqué, si j'ai bien compris, un saxophone en bambou à partir d'un saxophone occidental, si j'ose dire, qui lui, évidemment, est en métal. C'est bien ça? C'est une inspiration. C'est une inspiration. Et à partir de là, il a créé un instrument qui ressemble au saxophone. C'est ça. Mais il lui ressemble aussi sur le plan de la plus ou moins. De la mécanique, non. C'est moins mécanique. Mais l'idée est là. Voilà. Parce qu'évidemment, la question, Vincent Weschambre, qui se pose et qu'on a envie de vous poser à vous en tant qu'historien, en tant que géographe, c'est le rapport entre ces musiques, entre ces instruments, et puis les territoires, et puis la géographie. Comment est-ce que vous présenteriez ce contexte? Alors, ça va être difficile sans avoir la carte sous la main. Oui. Donc, effectivement, on peut inviter ceux qui ne sont pas très loin d'ici, les auditeurs, à venir se rendre compte justement de ce foisonnement géographique. Mais disons qu'on peut dire à la fois qu'il y a des instruments qui vont venir de telle ère culturelle où il y a des traditions. Ça peut être la musique arabo-andalouse, ça peut être la musique... on a entendu tout à l'heure un air turc du Moyen-Orient, avec effectivement des histoires spécifiques, des objets instrumentaux spécifiques, mais qui ne sont pas fossilisés non plus, qui j'imagine ont évolué dans le temps jusqu'à nos jours. Donc on a à la fois, je dirais, cette géographie un petit peu classique ou traditionnelle où on va trouver des instruments en bambou justement en Asie du Sud-Est, au Vietnam, au Laos, des Ken je crois, si je ne dis pas de bêtises, au Cambodge ou au Laos. Et en même temps, on a cette mondialisation qui apparaît. C'est-à-dire qu'on a même une catégorie d'instruments de musique planétaires qui viennent de partout et qui circulent partout. C'est-à-dire qu'ils sont nés partout à la fois, ils sont nés dans plusieurs endroits à la fois. Ils sont soit nés partout à la fois. Le saxophone, c'est un petit peu ça, c'est un instrument transformé. Les boîtes à récent. Son, les synthétiseurs par exemple. Ouais. Et puis il y a un très bel exemple qu'on avait découvert dans le cadre d'une opération qu'on a fait pendant le premier confinement, justement, qui était très chouette, Anne-Marie a participé, où on appelait des familles pour discuter avec des enfants autour de « est-ce qu'il y a des instruments de musique chez vous ?» Voilà. Et donc, je suis tombé un jour comme ça dans une famille où la jeune fille m'a parlé d'un instrument d'origine africaine, dont je suis en train de chercher le nom, d'ailleurs, le kalimka, ou kalimba. Kalimba, c'est ça. Le kalimba, voilà. Kalimba, oui. Et kalimba qui est une espèce de... On appelle ça aussi le piano à pouce. Oui. Voilà, je sais pas, ça vous parle plus que moi, je pense. Hein. Et bien, le piano à pouce, on a découvert que certes, il avait une origine géographique du côté de l'Afrique de l'Est, par exemple, mais qu'aujourd'hui, il était fabriqué en Chine. Voilà. Et du coup, c'est des objets qu'on peut commander sur Internet, c'est ce qu'elle avait fait, cette jeune fille, et on a des tutos en ligne pour apprendre à jouer du kalimba. Voilà, pour moi, c'est ça aussi la mondialisation des instruments de musique. Et en parlant du kalimba, dans l'exposition, vous pouvez en voir un réalisé à partir d'une boîte de conserve, une boîte de sardines, et un autre plus élaboré, avec une forme en bois plus traditionnelle. Enfin, voilà. On a aussi la possibilité dans l'exposition de voir plusieurs mêmes instruments, mais déclinés avec des techniques de fabrication différentes. Quand je vous entends parler, j'ai envie de comparer, je ne sais pas si c'est adapté, eh bien, ces évolutions d'instruments un peu au mouvement des langues à travers l'humanité, ces transferts, ces échanges, ces vols, ces allers-retours en quelque sorte entre les cultures qui se passent au niveau des langues, qui se passent au niveau des musiques et qui se passent au niveau des instruments eux-mêmes. Ouais, c'est un peu comme les langues, mais peut-être un peu plus fort ou moins fort, c'est-à-dire que la transmission se fait plus facilement que les langues. Oui. Voilà, on peut, comme avec Élie, on s'est mis là pour vous jouer après. Et oui, vous êtes arrivé tout à l'heure, vous ne connaissiez pas. On a échangé deux notes et puis finalement on s'est parlé, voilà. Alors que c'est vrai qu'à deux langues différentes, il y a un obstacle, bon, on s'en sort, on parle, mais c'est vrai que la musique,
Je suis d'accord, c'est comme une langue avec une facilité qui permet aussi à certaines personnes qui n'ont pas peut-être l'aisance de parler, de s'exprimer via un instrument, leur façon aussi de transmettre un message ou sans transmettre quoi que ce soit, de simplement s'exprimer. Et alors peut-être Nasser Hamzaoui, puisque vous avez la parole, eh bien, si vous avez envie là maintenant de passer de la parole, de la bouche à la parole du son et à la parole du chant que vous pratiquez aussi, c'est peut-être le moment de le faire si vous le souhaitez. Une transition pour dire aussi qu'avec la musique, comme je le disais, on veut exprimer des messages, pourquoi pas. Et j'aimerais bien, donc avec Elie, on a pris quelques minutes pour préparer. Et j'exprime, moi, je veux parler à travers ce petit morceau que je vais vous jouer, d'une expression, on va dire, sociale, politique qui s'exprime en ce moment en Algérie, qu'on appelle le Hirak, qui est un mouvement de protestation et qui dure depuis 2 ans, et enfin qui s'est arrêté avec la pandémie et qui se passe de façon pacifique, donc extraordinaire, où la place de la musique, du chant est primordiale. Par exemple, ça a commencé, les protestations, ça a commencé dans les stades de foot, qui sont devenus des chants populaires et chantés par tout le monde pendant les manifestations. Et ces derniers temps, des radios comme la vôtre, donc la diaspora algérienne, tous les vendredis depuis à peu près quelques semaines, organisent des soutiens aux détenus à travers bien sûr un parrainage ou un poème à offrir à ces soutiens. Et avec les moyens de communication donc mondiaux, tout le monde participe en direct un petit peu comme ça, et aussi un morceau musical, et j'en ai profité moi pour contribuer et créer un petit, je ne vais pas vous chanter tout le chant, juste un petit extrait de cette offre que nous faisons aux détenus. Et j'en profite pour annoncer qu'aujourd'hui, j'ai entendu que le président algérien, le roi, a gracié 50 prisonniers politiques, donc c'est bien, il en reste encore un peu plus de 50, donc il faut les libérer tous. Et donc avec Elie, voilà, on va improviser. Voilà, donc il va surtout lui improviser avec moi. C'est une première, puisqu'ils se sont rencontrés un quart d'heure ou une demi-heure avant le début de cette émission. Ouais. Donc voici Nasser Hamzaoui au mandol, accompagné par une viole de gambe. Je ne sais pas si une mandole a déjà été accompagnée par une viole de gambe. Bah, pas avec moi, mais bon, ça c'est peut-être arrivé. Hein, et voilà, 21e siècle et 17e siècle en même temps, écoutez. Alors j'en profite aussi, j'ai mis le papier parce que mon épouse a contribué, elle m'a donné un petit vers en français de ce chant. Donc, allez Elie, je te laisse l'ouverture.
Merci Elie. Alors tout à l'heure, vous parliez d'instruments effectivement qui viennent de partout, etc. J'en profite, voilà un instrument. Oui, le mandol. Le mandol, oui. Il existe la mandole italienne. Oui. Voilà, et, voilà, pour le différencier, on dit le mandol, oui. Qui est un instrument qui n'est pas très ancien, quoi, qui a à peine une centaine d'années, créé à Alger. Et pareil, l'histoire, pourtant, c'est tout récent. Le fils du chanteur et même des luthiers d'Alger qui ont été à l'origine de la création de cet instrument. Fabriquer l'instrument, oui. Il y a différentes histoires, quoi. On ne sait pas comment l'inspiration est arrivée est-ce qu'ils sont partis de la mandole italienne qui a une table différente, qui a un manche beaucoup plus court, voilà, qui a plutôt un lien avec la mandoline. Oui. Même la mandoline dans l'arabo-andalo a été transformée. Le banjo, il y a un banjo à Alger qui, bien sûr, il n'est pas né, mais qui a une sonorité qui se rapprochait d'un autre instrument qui a disparu, Rbab, qui était fabriqué de façon artisanale et puis qui a disparu. Et donc, ils ont transformé le banjo pour en faire un instrument typique qui jouait particulièrement, avec une particularité spéciale dans la chanson Chabi. Et voilà, donc cet instrument qui a été créé, qui donne une espèce de signature à ce chant qu'on appelle le Chabi, qui veut dire populaire. D'ailleurs, c'est pour ça que ça adaptait bien avec le mouvement populaire. Et que disent les paroles? Les paroles, c'est dire honte à vous. Enfin voilà, c'est un peu poétique, mais c'est quand même un peu direct. Honte à vous, en parlant des gens du pouvoir. Vous méprisez les gens donc les manifestants en les mettant en prison. Votre jour arrivera parce que on sent que la fin arrive. D'abord, ils se mettent entre eux en prison, les uns les autres. Donc, viendra leur tour où ils se mettront eux-mêmes en prison. Et c'est la vraie justice qui les jugera sans la justice du téléphone. Actuellement, c'est ce qu'on appelle en Algérie, c'est la justice du téléphone. C'est quoi la justice du téléphone? La justice du téléphone, c'est les juges qui reçoivent des coups de téléphone pour... du pouvoir, d'accord. Voilà. D'accord. Voilà, c'est ça. Et puis... il y a une relation très proche avec les oiseaux, on a parlé, particulièrement le chardonneret. En Algérie, le chardonneret est en voie de disparition, il n'y en a plus, parce que les Algériens sont fous de cet oiseau-là, donc ils le mettent tous en cage, et puis ils l'écoutent chanter, et puis il y a même un langage, il y a des gens qui parlent chardonneret, quoi. D'accord. Attends, chardonneret de Blimessous ou de Bouzarea ou un truc, il ne dit pas lag, etc. C'est vraiment très passionnant. Et donc le chardonneret n'existe plus en Algérie, il est protégé, même il y a maintenant des chardonnerets qui viennent, même en France, je crois, qui sont vendus des chardonnerets immigrés du Maroc, etc. Ouais. Et le chardonneret a été aussi l'objet de chansons, particulièrement un chanteur de Chabi qui était emprisonné pendant la guerre d'Algérie et qui a écrit une chanson qui est maintenant assez populaire sur le chardonneret, mais en fait il parle de lui, mais il parle du chardonneret en cage et donc tout ce qu'exprime un oiseau pauvre. Est-ce que dans la tradition du Chabi, il y a cette tradition un peu de révolte, de lutte contre le pouvoir, est-ce que ça existe dans l'histoire traditionnellement? Ça existe, mais peut-être pas aussi direct que ça. Oui. C'est une branche de l'arabo-andalo, mais l'arabo-andalo, on va dire, c'est classé comme une musique, entre guillemets, bourgeoise, qui chante plutôt la nature, l'amour, etc., mais presque jamais la révolte, quoi. Oui, je comprends. Et le Chabi utilise les modes musicaux de l'arabo-andalo, mais le parler, en fait, populaire, même la langue dialectale. Et effectivement, pose des problèmes sociétaux, etc., mais sans faire beaucoup d'analogies, par exemple, avec soit la nature, soit les animaux. C'est vrai, sans aller frontalement, toujours poétiquement et avec des détours en utilisant la nature et tout ça, mais c'est très, très utilisé. Surtout, on peut dire que c'est des poèmes un peu moralistes, quoi. Quelque part. Ils ne se gênent pas de faire la morale, de parler des faits sociétaux, des contradictions. Donc en général, les musiciens du Chabi sont tous
un peu originaux et on leur pardonne plein de choses, quoi. La religion, par exemple, voilà, c'est pas des super pratiquants, mais ça passe, comme c'est des musiciens. Sauf ces derniers temps, ça passe pas bien. À travers la musique, à travers la poésie. Est-ce qu'il existe des études, des recherches alors c'est à la fois, puisque vous avez aussi des chercheurs dans votre équipe du RIS, est-ce qu'il existe des musiques, des poésies et des recherches qui associent en quelque sorte ces musiques, ces poésies, ces instruments de musique voilà, avec les faits politiques, avec les données géographiques et avec les faits politiques? Est-ce qu'on pourrait écrire une histoire de l'humanité? Bon, c'est évidemment délirant. Non pas à partir du logos, à partir de la parole, à partir de la réflexion cartésienne, mais à partir de la poésie et de la musique. Peut-être premiers éléments qui me viennent à l'esprit, Anne-Marie complétera peut-être, hein, c'est que l'instrument de musique a cette double dimension d'être à la fois très intime, tu l'évoquais dès le début, ce rapport physique, charnel à l'instrument, et en même temps d'être, je pense aussi d'emblée, quelque chose qu'on partage. Nasser disait que c'est finalement le langage peut-être le plus universel qui soit, même s'il y a des traditions, même s'il y a des codes, etc. N'empêche qu'on communique d'emblée, vous l'avez bien montré. Et donc cette dimension collective, on a essayé de la représenter dans l'exposition, justement. C'est que finalement, la pratique musicale, à partir du moment où elle fait groupe, à la fois entre instrumentistes, mais aussi avec tous ceux qui les écoutent, ça fait du commun, ça fait du public, ça fait du politique. Voilà. Et on a par exemple raconté un petit peu cette histoire des fanfares villeurbanaises, hein, qui sont des sociétés masculines, certes, qui émergent, en l'occurrence au XIXe siècle, qu'on voit vivre fortement jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, qui sont effectivement à la fois des lieux où on pratique ensemble, où on se socialise en tant qu'homme. Moi, je voyais encore récemment dans les archives de mon grand-père, voilà, à 20 ans, il est dans la fanfare de son village. Hein. Et c'était la même chose, je pense, dans toutes les campagnes et petites villes. Et c'est aussi une fanfare qui rythme la vie publique. Et à un certain moment, d'ailleurs, la ville de Villeurbanne, sous le mandat de Lazare Goujon, a municipalisé la fanfare. Et c'est devenu aussi une expression municipale, politique, qui marquait les grands moments du rituel républicain. Voilà, c'est un exemple parmi bien d'autres, mais en tout cas, forcément que la musique, elle est politique, elle accompagne le politique, et elle est aussi protestataire. En ce moment, quand vous écoutez un petit peu ce qui se déroule en Birmanie, voilà, on se fait entendre, on est dans une forme de musique aussi, et de protestation, hein, qui passe par le bruit, le son, le rythme. Des casseroles aux voilà, fenêtres, etc. C'est ça. Oui, oui. Oui, c'est en effet ce qui a été, ce qu'on a voulu mettre en avant dans l'exposition, et je rajouterais d'autres exemples pour donner à comprendre comment l'instrument fait corps social, finalement, crée l'opportunité de la rencontre et une sorte de lien social entre les communautés aussi. Et au niveau municipal, on a mis en avant 2 instruments de musique qui participent, qui permettent de rythmer le temps laïque, en fait, notamment en haut du beffroi de l'hôtel de Ville à Villeurbanne. Eh bien, il existe une cloche, voilà, qu'on est allé identifier, et puis qui sonne de temps en temps, non? Alors, qui sonne certainement pour rassembler les populations, s'il y a lieu d'être. Et qui a déjà sonné la dernière fois qu'elle a sonné, cette cloche? Alors ça, là, les recherches restent encore à être faites. On l'a identifié, mais on ne connaît pas. Il y a une cloche dans le beffroi de l'hôtel de ville de Villeurbanne, qui a été communiste, qui a été socialiste, et quand on l'a construit en 1900, je ne sais combien... 30 ou 35, on a mis une cloche quand même dans le beffroi. C'est ça, et c'est pas rien, en fait, comme symbole. Et de même, Vincent, tu parlais de Lazare Goujon. En fait, il a aussi œuvré pour que la municipalité acquiert un orgue républicain. C'est le seul qui existe en France au sein de l'hôtel de ville à Villeurbanne.
Et donc, il était mélomane aussi, intéressé par la musique, et le maire de l'époque, et donc a eu à cœur d'offrir un instrument pour apporter vraiment une note particulière aux cérémonies de mariage laïques. Manière de dire, nous ne laissons pas justement la cérémonie au seul religieux, au seul rituel religieux. Il y a un rituel républicain. Et cet orgue fonctionne de temps à autre? Oui. Pour certains, pour des mariages? Oui. Ah bon, on peut se marier à Villeurbanne au son de l'orgue? C'est ça. Et donc, il y a même 2 organistes qui sont à la disposition des mariés oui. et qui essayent de proposer des musiques au plus près des répertoires musicaux des mariés. Voilà. Là, il se trouve que, là je le dis pour toute l'équipe, notre équipe fait cette émission, mais elle fait aussi une autre émission qui s'appelle Paroles d'instruments. C'est une idée d'ailleurs qui nous est venue à partir de cette exposition, quand on avait commencé à en parler il y a 1 ou 2 ans. Et nous nous sommes dit, tiens, après tout, on interviewe des hommes, des femmes, on va aussi aller interviewer des instruments. Et donc, l'autre fois, on a fait l'interview de la viole de gambe d'Élie, ici présent, et on a dit bonjour viole de gambe, et la viole de gambe nous a répondu. Elle a dit oui, je vous écoute, et c'était elle qui parlait. Sauf que c'était la voix d'Élie Osipovitch. Alors, je me dis que peut-être on va pouvoir aller interviewer l'orgue républicaine de Villeurbanne, et qu'elle ne nous dira pas forcément la même chose qu'une orgue qui serait dans une église. Certainement. C'est une bonne idée d'aller interviewer cet instrument vénérable maintenant. Mais oui, on va aller, et puis un organiste acceptera peut-être, ou le maire acceptera peut-être de répondre à la place de l'orgue, ça nous donne une idée. Voilà, alors écoutez, on va enchaîner musicalement, en revenant à la viole de gambe et à Élie Osipovitch. Je crois qu'il va nous faire un morceau là qui va être davantage d'inspiration britannique. Alors c'est plus le Irak, là c'est le, comment dit-on, le Flix, là, ils sont sortis de l'Europe, les Anglais. Le Brexit. Le Brexit. Donc une petite odeur de Brexit, sauf que c'est du Brexit du XVIIe siècle, avec un compositeur qui s'appelle, je crois, il me l'a soufflé tout à l'heure, Tobias Hume. Qui était un grand voyageur. Mercenaire, alcoolique, libre penseur, voyageur. Un grand voyageur, ce Hume, mercenaire, alcoolique et libre penseur. Libre penseur, coureur de jupons et autres. On a beaucoup coulé d'encre, beaucoup écrit sur lui. Et qui a fini dans la misère parce que pas de protecteur, évidemment.
Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.